Eh ben, Comment? bah oui, donc j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Tarek Charchar, que vous connaissez, qui est chef de pôle psychiatrie et neurosciences sur le site Sainte-Anne, chef de service de réanimation, et qui a donc accepté une nouvelle fois de participer au webinar MIR sur une thématique qui est centrale, puisque c'est l'anatomie fonctionnelle et les bases de l'examen clinique du patient dans le coma. Donc, Tarek, je te laisse la parole et merci beaucoup pour ta présence ce soir. Merci Romain, bonsoir à tous. Voilà, c'est le couvre-feu, 19h. Donc voilà, peut-être vous avez pu rentrer chez vous. Et voilà, donc je dois vous parler, c'est vrai, d'un thème absolument essentiel, neurologique, mais aussi en réanimation, parce que comme vous le savez, le coma est une des grandes causes d'admission en réanimation et tout réanimateur est amené à un moment ou à un autre à prendre en charge un patient dans le coma. Voilà, et une prise en charge à la fois diagnostique, mais aussi thérapeutique. Alors, le coma, la définition est assez simple. Elle implique deux conditions qui sont dites nécessaires. Le premier, c'est une atteinte ou un trouble de la vigilance, arousal en anglais, voilà, qui dépend, comme vous le savez, de la substance réticulée activatrice ascendante du tronc cérébral, qui est une structure multinucléée sur la partie haute du tronc, protubérance et pédoncule, et qui, bien sûr, intègre ou a des relais avec le thalamus. C'est aussi une structure qui est très connectée à l'hypothalamus. Voilà, et donc, elle joue un rôle important dans les cycles veille-sommeil. Et voilà, il y a un dysfonctionnement ou une atteinte structurelle de la substance réticulée activatrice induit un trouble de la vigilance. La deuxième condition, bien sûr, c'est la conscience ou awareness en anglais, qui, on verra, dépend de connexions dites de longue distance, voilà, avec un rôle clé de connexion entre la partie postérieure et antérieure du cerveau, entre le thalamus et le cortex, l'importance des régions frontales, notamment dans l'attention. Alors voilà un peu la substance réticulée activatrice et les principaux circuits anatomiques qui relient, qui expliquent comment la substance activatrice est l'interrupteur en fin de compte du cerveau. Et comme je vous le disais, il contrôle la vigilance et c'est quand on est vigilant, on peut être conscient, on peut difficilement être conscient si on n'est pas vigilant, donc il faut le voir comme un interrupteur. Et voici les trois voies en fin de compte qui permettent d'activer le système supratentoriel, des voies qui passent par le thalamus, voilà, et une voie indirecte qui implique le système hypothalamique. La conscience, comme je vous le disais, c'est un réseau corticothalamique. Alors, il y a plusieurs modélisations, en fin de compte, des réseaux de la conscience. Certains ont travaillé, ont développé la notion d'espace de travail. C'est l'équipe de Stanislas Dehaene au Collège de France et Changeux, et aussi avec l'aide de Lionel Nakache. Et c'est un concept important de la conscience, ce n'est pas le seul. Voilà, qui essaie de rendre compte du fonctionnement de ces réseaux. Alors, c'était une introduction assez simple sur le plan anatomique. Maintenant, sur le plan taxonomique, vous voyez que lorsqu'on est, comme c'est le cas actuellement, conscient, on est éveillé et conscient. Voilà, là, on n'est pas dans le coma. Le sommeil, c'est une perte de l'éveil et bien sûr de la conscience. Alors, c'est un peu particulier que le sommeil, puisque, comme vous savez, il y a différents types de sommeil, dont le sommeil paradoxal. Et quand si vous faisiez un enregistrement, par exemple, le EEG d'un patient d'un sujet en sommeil paradoxal, vous verrez qu'il a une activité qui peut ressembler à celui d'un patient conscient. Donc, il faut un peu voilà, les choses ne sont pas toujours aussi évidentes que ça, mais quoi qu'il en soit, dormir, c'est ne pas être réveillé et ne pas être conscient, ne pas avoir la possibilité d'interagir avec le monde extérieur. Et le coma se définit également par une perte de l'éveil et de la conscience et dans les mêmes de l'anesthésie. L'état végétatif, une évolution possible d'un patient dans le coma, il y a une récupération de l'éveil, mais sans récupération de la conscience. Et puis, l'état de conscience dit minimal, aussi relationnel, et la récupération d'une vigilance et de bribes de quelques éléments de conscience, voilà, qu'on peut évaluer, comme je vous le montrerai plus tard,
à l'aide d'échelles spécifiques. Et puis, dans cette diapositive, vous voyez qu'on parle de Lockheed syndrome. C'est vrai que le patient, dans un Lockheed syndrome, est conscient et vigilant, sauf qu'il a une atteinte de tous les effecteurs, donc il ne peut pas se m'exprimer et se manifester. Et on peut donc à tort le prendre pour un patient somnolent, du moins non vigilant et non conscient, alors qu'il l'est. Alors, une autre façon de pouvoir mettre en rapport vigilance et conscience, qui sont les deux conditions sine qua non du coma. L'absence en ordonnée, en abscisse, vous avez le niveau de vigilance et en ordonnée, le contenu conscient ou la conscience. Donc le coma, comme je l'ai déjà dit, c'est la perte de la vigilance et la perte de la conscience. Cette perte de vigilance, cliniquement, c'est une perte de l'ouverture c'est une absence d'ouverture des yeux. Et la conscience, c'est l'absence d'interaction avec son environnement. Alors normalement, ça devrait être l'absence d'interaction, conscience de soi et de son environnement. Comment on l'évalue? C'est l'absence de reportabilité, c'est-à-dire que le patient n'interagit pas ou ne semble pas interagir avec son environnement. Et puis, vous voyez qu'après, comme je vous les ai décrits, les états végétatifs, vigilance récupérée, mais pas de conscience, les états de conscience minimale, c'est normal. Et puis après, il y a tout un cortège de différents statuts états mentaux ou états neurologiques, voilà, la stupeur, l'omnibulation, la somnolence, voilà, qui se caractérisent par des fluctuations quand même de la conscience et de la vigilance, et bien sûr le syndrome confusionnel qui lui a une taxonomie, une définition un peu plus rigoureuse, et même avec des scores, comme vous le savez, qui ont été développés pour pouvoir l'évaluer au mieux. Le syndrome confusionnel, c'est une altération une fluctuation de la vigilance, c'est une désorientation temporo-spatiale, des troubles de l'attention, de la concentration, mais aussi du jugement, du langage, et parfois peuvent s'associer des éléments d'agitation ou d'hallucination. Voilà, alors donc, voici ces différents états, omnibulation, confusion, stupeur, coma. Alors c'est vrai qu'on utilise de moins en moins ces termes omnibulation, stupeur, et la confusion renvoie, comme je vous l'ai dit, à une définition claire, qui se retrouve dans le DSM-4 et qui peut être évaluée à l'aide de scores spécifiques. Vous verrez dans des vieux articles ou des vieux livres sur coma vigile, coma réactif, ce n'est pas des très bons termes, coma vigile, alors que l'on dit que le patient a des troubles de la vigilance, mais c'est un peu, comment dire, contradictoire. Il est évident que l'évaluation du coma à l'aide d'échelles telles que le Glasgow ou le Forscore, que je vous décrirai plus tard, est basée sur la réactivité d'un coma réactif ou un coma non réactif. C'est pas très clair, c'est des degrés de réactivité. Voilà, on n'utilise plus ces termes-là. Voilà, donc une autre façon de décrire toujours les troubles de la conscience, et en fin de compte, là, sur cette diapositive, ce que vous avez en plus, c'est vraiment des éléments cliniques propres, voilà, qui permettent de distinguer ces différents états. Alors, comme vous le savez, ces troubles de la conscience peuvent être aigus, c'est ceux qui vont nous intéresser. C'est avant tout le coma, je ne parlerai pas de la confusion et du délirium, voilà. Et ils peuvent être des états chroniques de troubles de la conscience, comme je vous disais, les états végétatifs ou MCS peuvent être très transitoires ou prolongés, voire définitifs. Alors, le coma, comme vous le savez, c'est une urgence. Alors, pourquoi c'est une urgence? Parce que cela met en jeu le pronostic vital et le pronostic neurologique, il est évident. C'est une urgence diagnostique, étiologique et symptomatique, c'est-à-dire qu'il faut connaître la cause du coma. On ne peut pas attendre des jours ou des semaines pour comprendre. Parfois, on n'a pas d'étiologie, mais on est dans l'obligation de rechercher rapidement la cause du coma et bien sûr de pouvoir évaluer le retentissement de ce coma sur les fonctions vitales, on en parlera tout à l'heure. Et bien sûr, ceci doit conduire à une approche thérapeutique spécifique en fonction de l'étiologie évoquée ou confirmée, et puis une approche symptomatique, et on pourra parler tout à l'heure des indications d'intubation-ventilation. Alors, que devient un patient dans le coma? Quand on est dans le coma, on peut évoluer. Si vous prenez un patient qui est en coma post-arrêt cardiaque, il peut évoluer vers un état de mort cérébrale qui répond à une définition claire médico-légale que vous connaissez. Il peut avoir un coma persistant, pas longtemps, puis l'évolution vers un état végétatif de façon transitoire ou de manière définitive, ou vers un état de conscience minimale,
transitoires ou définitives, puis des séquelles neuropsychologiques, et voire une récupération complète. Alors, est-ce que c'est fréquent que le coma en réanimation? Ben oui, je pense que vous êtes interne en réanimation et vous avez pris en charge régulièrement ce type de patients. On voit que 25 à 60% selon série, des patients de réanimation vont développer des troubles de la conscience. Donc, soit c'est une indication, un motif d'admission en réanimation, soit c'est quelque chose qui survient au cours du séjour. Et l'on sait que d'être dans le coma, c'est associé bien sûr à un surcroît de mortalité, sans doute étiologie dépendant. Et puis, il est évident à une augmentation de la durée de ventilation mécanique et donc de la durée de séjour. Et comme vous savez, le coma est intégré dans les scores de gravité. Ça marque beaucoup de points dans l'IGS-2, voilà, ou dans le score de SOFA. Et vous voyez que d'être dans le coma, c'est associé à la mortalité par un odds ratio d'à peu près 20, largement supérieur à ce que pourrait être même l'arrêt cardiaque ou un état de choc. Alors l'approche clinique, elle est très codifiée. Normalement, faire l'examen clinique d'un patient dans le coma, ça ne doit pas prendre une journée, ça doit se faire en quelques minutes, puisqu'on est réellement dans le cadre de l'urgence. Alors, codifier, oui, on ne peut pas interroger le patient par définition, s'il vous répond, bien sûr, il n'est pas dans le coma, et il faut interroger l'entourage si possible pour avoir une anamnèse. Et ça, c'est réellement important dans la conduite diagnostique étiologique. L'examen général est important. Il ne suffit pas de faire un score de Glasgow chez un patient dans le coma, mais il faut faire un examen général. Et on verra l'importance de la peau, l'examen cutané par exemple, etc. Et puis après, il y a l'appréciation du niveau de conscience et de vigilance. Et là, on sait de scores que vous connaissez, le score de Glasgow ou le force score pour ceux qui sont des patients de réanimation intubée ventilée. La recherche systématique d'un syndrome méningé, en sachant que son absence n'élimine pas une méningite. Donc, il faudra avoir des arguments anamnéstiques ou cliniques pour évoquer ce diagnostic. Et puis, déterminer les réponses motrices. L'examen du tronc cérébral est important à des fins de localisation de la lésion, mais aussi éventuellement pronostic. Et puis, toujours dans l'évaluation des fonctions du tronc cérébral, l'évaluation des rythmes respiratoires. Et puis, la question qui se pose immédiatement à la fin de cette évaluation, c'est de savoir si on pense qu'il y a une lésion cérébrale, une atteinte structurelle, ou si on est dans le fonctionnel. Et ceci va déterminer un certain nombre d'examens complémentaires. En neurologie, je pense que Romain sera d'accord, on a quelques cartes, on a disons 3 cartes, une carte neuroradiologique, scanner ou IRM, une carte neurophysiologique, EEG ou pas EEG, en général, et puis une carte biologique, c'est la fonction lombaire, puis bien sûr le bilan biologique standard et affiné selon les étiologies. Et puis toute cette évaluation doit s'accompagner d'une évaluation du retentissement du coma, des troubles de la vigilance et de la conscience sur les fonctions vitales, tant la pression artérielle, mais surtout les voies aériennes. Et vous savez que le principal risque de patient dans le coma, c'est l'inhalation et l'arrêt respiratoire. Donc l'interrogatoire, c'est important, savoir comment est survenu, l'interrogatoire de l'entourage, des témoins, des premiers secours, les circonstances survenues. Bien sûr, vous penserez à certaines étiologies. Le patient est retrouvé dans sa douche, voilà, il y a un détecteur de CO, ça sonne, voilà, il est retrouvé dans les toilettes de la gare de Lyon avec une seringue à côté de lui ou une boîte de médicaments. Bon, bref, les circonstances ou un AVP, les circonstances peuvent être évidentes et vous guider vers une étiologie. Les terrains aussi, de savoir quel est le terrain du patient, ses antécédents, on va pouvoir vous évoquer les étiologies du coma chez un patient diabétique. Ça peut être le coma hypoglycémique comme acidocétosique, etc. La même chose chez les patients épileptiques, éthyliques, et c'est vraiment très important, et j'y reviendrai. Il faut parfois se méfier de certains terrains. L'examen général, vous le connaissez, c'est toujours rechercher des signes de traumatisme crânien. Voilà, c'est important. Et puis, bien sûr, la glycémie capillaire qui est importante. Et voilà, et puis savoir si vous êtes face à un coma fébrile ou non, c'est un élément important. Voilà. Alors, un train peut en cacher un autre. Je pense que c'est une chose très importante. On s'est tous fait piéger. Moi, je me suis fait piéger à plusieurs reprises. C'est les terrains éthyliques. Alors, il faut vraiment faire attention
le patient peut être en sevrage éthylique, faire une crise d'épilepsie et sur une crise de grand mal, entre guillemets, comme on avait l'habitude de le dire, il peut faire un traumatisme crânien absolument sévère et un hématome sous-dural ou extradural. Il peut être aussi en intoxication éthylique aiguë, faire un état de mal épileptique. Il est aussi, il ne se réveillera pas parce qu'il a fait un Gaillet verniqué. On peut évoquer différentes étiologies et il faut vraiment faire attention. La même chose sur les terrains épileptiques. Voilà, toujours penser. Là, j'invente quelque chose, mais je pense que c'est arrivé. C'est une interruption thérapeutique chez un patient épileptique, un hématome sous-dural. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi il a interrompu son traitement, et peut-être parce qu'il avait des vomissements et un tableau digestif aigu. Et donc, vraiment, il faut vraiment toujours évoquer chez ces patients qui ont ces terrains ou une maladie chronique, une intrication, en fin de compte, de différentes causes possibles, et savoir remontrer la chaîne des événements. Et, voilà. Et ça, c'est réellement important. Et toujours comprendre pourquoi un patient a arrêté de boire ou a arrêté de prendre son traitement. Et on peut parfois être face à des urgences particulières, notamment digestives. Donc, les signes généraux, je ne veux pas les reprendre. Une fièvre, bien sûr, ça peut évoquer un processus infectieux, mais ça peut être aussi un coup de chaleur. Donc voilà, on pourrait réciter à l'envi toutes les étiologies possibles. Donc là, c'est votre bon examen clinique et puis la conduite complémentaire que vous mènerez qui vous permettra d'évoquer certains diagnostics. L'hypothermie, bien sûr, ça peut évoquer la prise de toxiques, certaines hypothyroïdies, l'hypertension, l'orage adrénergique, comme on sait, qui est pris en rapport ou non avec des origines toxiques, ou c'est l'hypertension en elle-même qui peut être cause du coma par le biais d'une encéphalopathie hypertensive. Voilà, on peut construire plusieurs choses, mais c'est un élément à prendre en compte quand même parce que ça peut vous orienter vers l'étiologie. Alors l'hypotension, le plus souvent, c'est parfois un coma prolongé qui peut s'accompagner d'une hypotension, mais ça peut être un état de choc sur un processus infectieux, etc. On peut évoquer encore différentes étiologies qui pourraient relier hypotension et coma. La même chose pour la détresse respiratoire, bien sûr. Le plus souvent, c'est la conséquence des troubles de la vigilance et coma et des défauts de protection des voies aériennes. Et parfois, ça peut être en rapport avec des processus très particuliers. Alors, le score de Glasgow, vous avez appris à le faire pendant votre externat. Vous le faites régulièrement en tant que médecin au lit du patient. Je ne veux pas vous le décrire. C'est constitué de l'évaluation de l'ouverture des yeux, des réponses verbales et des meilleures réponses motrices. C'est la réponse aux ordres simples. Et puis, s'il n'y a pas de réponse aux ordres simples, c'est la stimulation douloureuse qui permet d'évaluer les réponses à l'ouverture aux yeux. Donc, on teste la réactivité et la réponse motrice. Alors, vous savez, le score de Glasgow, il faut toujours individualiser les réponses, c'est du moins donner celle de chacun des items, parce que plusieurs combinaisons peuvent donner le même score total, donc ça, c'est important. La deuxième chose, ça permet de voir un suivi, en fin de compte, un meilleur suivi du patient, de voir s'il se dégrade et sur quel élément il se dégrade. Voilà. Et l'intérêt du score de Glasgow, on en parlera, ce n'est pas qu'uniquement l'évaluation de la conscience et l'évaluation de la vigilance, c'est aussi, ça permet de faire un examen clinique et déjà de regarder s'il y a des signes de localisation, notamment par la symétrie des réponses motrices. Alors, on a toujours reproché au score de Glasgow de ne pas intégrer les réponses du tronc cérébral, les réflexes du tronc cérébral. Avait été créé le score de Liège qui n'a jamais eu de succès, qui a intégré certains réflexes, mais il n'avait jamais passé dans les mœurs, au contraire du score de Glasgow. Et puis a été élaboré le score de le FOR score, qui est Full Outline of Non-Responsiveness, par l'équipe de Vigedix. Le but de ce score, c'était de dire que chez les patients qui sont intubés, ventilés de réanimation, la réponse verbale est souvent cotée à 1 par définition dans le score de Glasgow. Et premier point, et que le deuxième point, le score de Glasgow n'intégrait pas les réflexes du tronc cérébral, et voilà, et que ça manque, voilà, qu'il fallait développer un score qui intégrait ces réflexes du tronc cérébral et qui permettait aussi d'évaluer une autre fonction du tronc cérébral qui est la respiration. Voilà, donc ce score a été validé, il est utilisé de manière assez courante, voilà, et
il aurait aussi un intérêt pronostique un peu supérieur dans différentes étiologies au score de Glasgow. Alors, on verra pour les réflexes du tronc cérébral, ce qui est intéressant, c'est qu'il conditionne la recherche des réflexes à certains autres réflexes. La preuve, c'est que le réflexe de Thun n'est recherché que si les réflexes pupillaires et cornéens sont absents. Et on voit que dans la constitution de ce score, il y avait un peu l'idée du paradigme jacksonien, c'est-à-dire que le cerveau souffre en rostrocaudal et les réflexes s'éteignent de haut vers le bas. Et donc, on éteint d'abord le réflexe pupillaire, puis le réflexe cornéen, puis après le réflexe de Thun. Ce n'est pas toujours comme ça chez les patients cérébralisés, et on le verra chez les patients aussi profondément sédatés. Les réflexes ne s'étalent pas à chaque étage comme ça, d'abord l'étage du haut, puis après l'étage du milieu, après l'étage du bas. C'est beaucoup plus complexe que ça. La deuxième chose, vous voyez qu'il mélange aussi des phénomènes qui sont ceux d'engagement, par exemple l'engagement temporal, avec la midriase unilatérale, dans cette vision aussi rostrocaudale. Donc on voit qu'il y a la cotation intègre deux mécanismes ou deux modèles de souffrance qui ne sont pas tout à fait pareils. Donc voilà, donc je pense que ce score a quelques limites, mais il a l'intérêt d'être adapté aux patients de réanimation et d'intégrer les réflexes du tout. Le syndrome méningé, oui, il faut le chercher de façon systématique. Voilà, donc tout syndrome méningé ne veut pas dire méningite, hein, il peut y avoir d'autres causes à une raideur de la nuque chez les patients dans le coma. On montrerait un cas clinique tout à l'heure. Voilà, et puis ça peut être aussi une hémorragie méningée qu'une raideur de la nuque. Alors l'examen moteur, comme vous le savez, c'est l'élément le plus important dans le score de Glasgow et aussi dans le score de force, c'est ce qui permet d'étudier la réactivité et de coter le niveau de conscience et de vigilance. Donc il y a des règles de stimulation, la torsion du mamelon ne se fait plus, et donc c'est ces manœuvres, le pincement de l'ongle ou le frottement du sternum qui permettent d'étudier au mieux les réponses. Ce qui est important, c'est quand vous faites, c'est d'avoir un examen comparatif. Ce qui est important en neurologie, c'est de savoir s'il y a toujours un signe de localisation, c'est-à-dire une asymétrie, soit en hémicorps, droite-gauche. Donc, alors, tout dépend si vous êtes face à un syndrome alterne ou non, et vous êtes sûr que vous êtes en supramédulaire, et c'est le tronc, ou en supratentoriel. Le tronc sera caractérisera par un syndrome alterne, c'est-à-dire une atteinte d'un nerf crânien d'un côté et une atteinte des voies longues contralatérales, en étant schématique. Voilà. Soit une asymétrie haut et bas, et là, ça évoque une atteinte médulaire. Je réagis à la face, mais je n'ai aucune asymétrie, j'ai aucune réactivité aux membres. Ça peut évoquer une atteinte cervicale, par exemple, chez un pas traumatisé de la route, ou au contraire, vous avez une réactivité aux membres supérieurs, mais pas aux membres inférieurs. Vous pouvez évoquer aussi un traumatisme médulaire bas. Donc ça, c'est important. L'examen de la motricité, donc de la réactivité, donc, doit être comparatif. Dans la recherche d'un signe de localisation, il doit toujours s'accompagner d'une étude des réflexes ostéotendineux, de la recherche de la Babinski, qui va être un signe de localisation, ou simplement une irritation pyramidale, de recherche aussi d'une hypotonie, et ça c'est important, ou d'une hypertonie, mais plus souvent les comas sont hypotoniques, et il faut comparer l'hypotonie. Alors, le plus simple, au membre supérieur, vous levez les deux bras et vous regardez celui qui tombe le plus vite, et s'il y en a un qui tombe plus vite que l'autre, c'est qu'il y a un signe de localisation. Et la même chose pour les membres inférieurs, vous pouvez faire plier les genoux, puis glisser, celui qui est le plus hypotonique, le membre le plus hypotonique glissera le plus rapidement. Et ça, c'est un élément très important à rechercher cliniquement pour cette hypotonie et de voir si elle est asymétrique. Parfois, il y a des comas qui s'accompagnent d'une hypertonie musculaire. Voilà, par exemple, dans la prise de certains toxiques, on pourra en parler, ou dans les phénomènes aussi de décérébration, des complications, il peut y avoir des phénomènes comme ça d'hypertonie. Il faut toujours rechercher des mouvements anormaux, voilà, qui peuvent être de nature myoclonique ou autre, qui peuvent faire évoquer un processus épileptique ou parfois des atteintes très particulières de structures cérébrales qui peuvent rendre compte d'hémibalisme ou d'autres anomalies, d'autres mouvements anormaux. Voilà, donc ça c'est l'examen moteur. Vous connaissez la décortication et les phénomènes de décérébration, tout dépend où se situe la lésion. Voilà. Alors, on a toujours tendance à dire que quand on décortique et décérébral, ça y est, c'est grave et que le patient va mourir. Non, c'est un phénomène d'atteinte pyramidale, tout dépend du niveau où il est situé.
Et bien sûr, ce n'est pas toujours un signe de mauvais pronostic en soi. Il faut voir le contexte, bien sûr. Si le patient est en train de décortiquer d'un côté et avoir une mydriase contralatérale, vous évoquerez éventuellement un engagement temporal. Et là, bien sûr, ça n'a pas du tout le même pronostic. Un patient qui aura des lésions fixées bipyramidales qui entraîneraient un phénomène de décortication. Voilà, donc les réflexes du tronc cérébral, on y arrive. Pourquoi faut-il les rechercher? La valeur localisatrice, on cherche toujours à savoir s'il y a une lésion du cerveau et où se situe la lésion. Et donc, tester les réflexes du tronc cérébral, c'est rechercher s'il y a une atteinte du tronc cérébral qui peut s'exprimer par un syndrome alterne, comme je vous l'ai dit. Ça peut avoir une valeur étiologique particulière. Certaines anomalies pupillaires, comme je vous montrerai tout à l'heure, peuvent être en rapport avec la prise de certains toxiques. Vous connaissez les morphiniques qui provoquent la myosis, ou les anticycliques qui provoquent une mydriase, etc. Donc, ça peut être intéressant. Et puis, bien sûr, la gravité, vous rechercherez par l'analyse notamment du réflexe, l'étude des pupilles, du réflexe photomoteur, vous rechercherez une mydriase réactive qui, si elle survient brutalement dans un contexte, je le sais, de traumatisme crânien, vous pourrez évoquer un hématome, vous pourrez évoquer un engagement temporal. Et puis, dans un second temps, ça peut avoir une valeur pronostique. Alors, bien sûr, ce qu'il ne faut pas, c'est dire le patient est en mydriase bilatérale, c'est foutu. À 5 minutes d'un arrêt cardiaque, un patient qui a reçu beaucoup d'adrénaline, ceci n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment toujours intégrer l'abolition des réflexes du tronc, certains réflexes du tronc cérébral dans une temporalité. Alors, je ne vais pas vous faire le rappel de l'anatomie du tronc cérébral, je vous renvoie à un article de Sarah Ben-Ghanem, voilà, dans Critical Care, qui refait un point sur le tronc cérébral, son anatomie, et ses différentes fonctions. Alors, il faut comprendre le tronc cérébral, ça contrôle, c'est d'abord un lieu de passage des voies longues, un sommet sensitive ou pyramidale ou extrapyramidale, pyramidale ou extrapyramidale, voire cérébelleuse, etc. Ça, c'est un passage de voies longues. C'est là où il y a les contrôles des nerfs crâniens, tous les noyaux des nerfs crâniens. Et puis, ça contrôle des fonctions importantes. On en a parlé tout à l'heure, la substance réticulaire activatrice, donc la veille-sommeil, l'éveil. Et ça contrôle aussi toutes les fonctions vitales, la réponse, le contrôle cardio-circulatoire, le contrôle aussi respiratoire. Et par le système sympathique, ça contrôle aussi le système immunitaire. Ces structures autonomiques sont aussi connectées à des structures plus hautes situées, tout le long, bien sûr, du tronc cérébral, mais aussi tout l'anthalamus et aussi l'hypothalamus. Donc, vous voyez, c'est un système, le tronc cérébral, du moins le système autonome du tronc cérébral est connecté à tout le système neuro-endocrinien et aussi le système comportemental dans les structures limbiques. Donc voilà, je ne vous décrirai pas ce tableau, je vous permets, si vous êtes intéressé par cette revue, voilà, elle vous expliquera en fonction les différentes fonctions qui sont contrôlées en fonction de chacun des étages du tronc cérébral, qui sont constitués par le mésencéphale, la protubérance et le bulbe. Voilà, et les différentes fonctions qui sont contrôlées par ces structures. Je vais m'arrêter là. Alors, pour les réflexes du tronc cérébral, là aussi, c'est une description assez exhaustive. Voilà, par étage et par les principaux réflexes, comment on les examine, quelles sont les réponses normales, le substratum anatomique, bien sûr, et puis, bien sûr, dans quelles circonstances ils peuvent être atteints. Alors, dans l'examen clinique d'un patient dans le coma, vous n'allez pas faire tous les réflexes du tronc cérébral qui sont décrits dans le tableau précédent. Vous allez vous focaliser à la phase initiale, dans la prise en charge du patient, à certains réflexes. Alors, le cilio-spinal, oui, le fronto-orbiculaire, qui permet de tester une certaine réactivité. L'oculocéphalique verticale, oui, si vous n'avez pas de lésion cervicale, ne faites pas ça si vous pensez qu'il y a un traumatisme cervical. Je préfère moi l'oculocéphalique horizontale, l'oculocéphalique verticale, mais c'est une question de goût. Le photomoteur, bien sûr, le cornéen. Le massétéran, on ne le fait pas systématiquement, certains le recherchent, c'est de voir en tapant sur le menton à l'énamartoréflexe, voir s'il y a une vivacité de ce réflexe-là. Il n'a pas toujours l'intérêt en clinique. Et l'oculocardiaque, vous ne le faites pas systématiquement
chez les patients à la phase aiguë du coma, ça sera intéressant plutôt dans un second temps, et notamment dans le diagnostic d'éteinement cérébral. On ne fait pas toujours un écho cardiaque dans la prise en charge d'un patient dans le coma. Voilà, le réflexe de tout, oui, mais si le patient est intubé, ventilé. Voilà, il y a des réflexes un peu archaïques qui ne sont pas particulièrement liés au tronc cérébral, un peu plus compliqués. Le palmo-mentonnier, le cornéo-bandilaire en partie, si c'est un réflexe archaïque qui peut-être dans certaines situations d'atteinte du tronc cérébral peut être libéré. Alors l'examen des paupières, donc ça c'est la chose la plus importante, un des éléments les plus importants, vous allez rechercher si le patient repose les yeux fermés ou non, ça c'est une première chose. S'il y a une occlusion incomplète, ça peut être en rapport avec une paralysie faciale. Regarder les paupières, c'est aussi de regarder s'il y a des clonies des paupières qui pourraient évoquer un phénomène épileptique associé. Après, ça vous permet de regarder le clignement. S'il y a un clignement à la menace, s'il y a un clignement à la stimulation lumineuse, voilà, c'est aussi un élément important dans l'examen. Et puis, quand vous aurez fini l'examen des paupières, vous regarderez l'examen, le réflexe cornéen qui dépend bien sûr du 5 en partie. Voilà, alors l'examen des pupilles, comme vous le savez, les pupilles sont contrôlées par le système nerveux autonome, le système sympathique et le système parasympathique, voilà, qui après court le long du troisième nerf crânien. Le système sympathique et, comme vous le savez, favorise la mydriase, le système parasympathique favorise le myosis, et il y a une balance entre ces deux systèmes, et le but de la réflexe pupillaire, c'est de se contracter en cas de lumière, voilà, pour réduire une certaine phototoxicité. Voilà, alors en fonction de la lésion, où se situe la lésion anatomique, vous aurez des modifications de la taille des pupilles. Voilà un tableau, un schéma assez simple qui montre voilà, que si vous avez une souffrance au situé du trou, vous avez plutôt un myosis bilatéral. Quand vous êtes au niveau du 3, vous allez pouvoir provoquer une hydriase, qui peut être unilatérale s'il y a une compression unilatérale du troisième nerf crânien, ou bilatérale. Et puis après, lorsque ça passe en dessous, vous repassez en myosis. Voilà, alors que voici les différentes anomalies pupillaires que vous pouvez voir. La mydriase unilatérale qui peut se voir, qui peut exprimer une compression temporale, par exemple, un engagement temporal avec une compression du 3, mais on verra tout à l'heure que toute atteinte du 3 voilà, ne veut pas dire engagement. Ça peut être une mydriase, par exemple, de la terminaison de la carotide. Une mydriase bilatérale peut bien sûr témoigner d'une souffrance mésencéphalique, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être une prise anticholinergique, par exemple, des tricycliques. Donc, il faut toujours réinterpréter ces phénomènes cliniques en fonction du contexte et de l'ensemble de votre examen clinique. Le myosis unilatéral peut se voir dans les atteintes sympathiques isolées, et ça, on en reparlera avec le célèbre signe de Claude Bernard. Voilà, vous pouvez avoir un myosis bilatéral qui peut se voir dans certaines atteintes protubérantielles, comme on l'a décrit tout à l'heure avec cette figure-là, mais qui peut se voir aussi avec des atteintes, des prises de toxiques, et notamment les opiacés. Un tableau récapitulatif que je vous décrirai, qui rappelle un peu ces éléments et les étiologies possibles. Alors, juste pour aller vite, voici un cas clinique. Donc, un patient qui nous a été récemment adressé dans notre service. Donc, le 704, c'est un patient de 81 ans, autonome, cycliste, voilà, sportif, et qui se plaint de céphalée brutale, violente, suivie de vomissements. Il se dégrade rapidement, ne répond plus à sa femme. Le SMUR montre un score de Glasgow avec Y3, V3, M5, comme vous voyez. Donc, la pression artérielle est un peu élevée, avec une fréquence cardiaque basse, voilà, 31. La saturation est à 100%. La glycémie capillaire à 0,27. Il est resucré par le SAMU. Il n'y a pas d'amélioration de son état neurologique. Et les pupilles sont isochores, réactives et symétriques. Il y a une paralysie, un doute sur une paralysie faciale droite, mais il n'y a pas d'autre signe de localisation, il n'y a pas de raideur. Puis il y a une dégradation dans un second temps
avec un score de Glasgow à 8. Alors, je ne vous l'ai pas dit, souvent on considère que quand le score est inférieur à 8, le patient est dit dans le coma, parce que voilà, une absence d'ouverture des yeux, il n'est pas réactif. Voilà, et donc il est intubé, puis le patient est conduit au scanner, et l'on met en évidence une hémorragie sous-arachnoïdienne de grande abondance par rupture d'un anévrisme à la naissance de la communicante postérieure gauche, compliquée d'une hydrocéphalie triventriculaire obstructive. L'enjeu scanner met en évidence donc même une extravasation active de produits de contraste, c'est-à-dire que ça saigne dans la citerne impédopiculaire. Le patient est transféré en neurochirurgie, il vous est adressé. Et donc voici le scanner, vous voyez, avec l'hémorragie, un périmésencéphalique, et le patient étant mydriase à réactive bilatérale, Glasgow 3. Il n'y a pas le réflexe de tout, le réflexe ocordien sont présents, il n'y a pas d'obsculo-céphalogie que je vous décrirai tout à l'heure, il n'y a pas de grimace, il n'y a pas de raideur méningée, il n'y a pas de signe de localisation, il y a une hypotésie généralisée, il y a une hyporéflexie tendineuse, et les RCP sont absents. Et au Doppler, vous voyez que l'on a fait, il y a même des signes d'HTIC importants. Et voilà, donc on discute avec le neurochirurgien qui décide de rien faire sur l'hydrocéphalie, ou pas de DVE, voilà, et il y a même quasiment une limitation de soins. Alors, quelle aurait été votre attitude? N'hésitez pas à utiliser le chat pour répondre si vous n'osez pas prendre la parole. Donc, c'est important, on est en grande garde. Hein. C'est une grande garde de neurochirurgie. Et vous avez un patient 81 ans, certes autonome, mais qui fait une hémorragie méningée sur rupture d'un anévrisme. Glasgow 8. Donc, vraiment des éléments de mauvais pronostic et une mydriase bilatérale à réactive. Et vous dites, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas sur le plan clinique? Est-ce qu'on va poser la DVE? Est-ce qu'on va emboliser ou non? Ou on se dit, et il a des signes d'hypertension intracrânienne au Doppler. Au contraire, on attend. Au contraire, on se dit, ben, il n'y a rien à faire, les carottes sont cuites, le tableau est grave, il va avoir des séquelles absolument majeures s'il se réveille ou s'il ne se dégrade pas entre-temps. Et on se limite beaucoup. Alors, il y a Jonas qui nous dit qu'il insiste auprès du chirurgien pour la DVE. D'accord. Oui, pourquoi pas? Une réponse. Très bien. Alors, cette discussion, parce que j'étais de grande garde, et puis le lendemain, j'en ai discuté avec mes collègues. Je suis d'accord qu'il faut insister. En fin de compte, le but de ce cas clinique, c'est la mydriase réactive bilatérale. Est-ce qu'on a une explication scanographique à ce que ce patient est en mydriase réactive bilatérale? La question. Alors, il y a un étudiant qui dit sur le Q&A, je pense que la mydriase est peut-être due à la décharge adrénergique libérée suite à l'HSA. Je te relais les… Oui, pourquoi pas. Alors, parfois, c'est très étonnant avec les HSA, vous pouvez avoir des phénomènes de sidération avec parfois des réflexes qui sont abolis. Moi, j'ai vu par exemple des réflexes cornéens abolis de façon isolée, etc. Donc, je pense qu'il y a des phénomènes isolés voilà, qui peuvent expliquer alors la décharge adrénergique, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y avait l'hypertension artérielle. Bon, la fréquence cardiaque basse, alors moi qu'il a un baroréflexe très… contre un peu le fait qu'il était en décharge adrénergique, il n'y avait rien pour un Takotsubo chez lui, etc. Et donc, on n'a pas d'explication claire à cette mydriase à réactive bilatérale, et notamment, il n'y a pas d'atteinte du tronc cérébral. C'est très périmésencéphalique. Voilà, donc… on se dit, cette mydriase, est-ce qu'elle suffit à emporter le diagnostic, et du moins emporter la conviction que le patient, c'est foutu pour lui et il est Glasgow 3 en mydriase bilatérale dans une hémorragie méningée 81 ans. Non, on n'a pas d'explication. Puis il y a d'autres réflexes qui sont préservés. Et puis tout ça est fait aussi sous sédation. Donc il faut peut-être au moins se donner les moyens d'arrêter la sédation pour voir comment évolue neurologiquement le patient. Et qui, bien sûr, a évolué très favorablement. En fin de compte, on a fait une artériographie le lendemain et il n'y avait pas d'anévrisme, c'était une hémorragie mésencéphalique qu'on dit cinématéria. Et le patient a évolué très favorablement. Il n'y a pas eu de pause de DVE en fin de compte. Il y avait eu sans doute un peu de sang et à un moment, il avait un peu élargi ses ventricules, mais pas tant que ça. Et l'évolution a été favorable avec un gros syndrome confusionnel, c'est vrai. Mais je peux vous dire que ce patient avait été limité et
de manière un peu péremptoire en disant, ben voilà. Et donc, essayer de trouver toujours une cause à un tableau clinique. C'est évident que si ce patient il avait une hémorragie du tronc cérébral, on n'aurait pas eu du tout la même discussion et là, on aurait été dans une limitation thérapeutique. Mais on n'avait rien qui expliquait structurellement cette mydriase réactive. Donc, pas de conclusion active, c'était un peu le message. Voilà. Alors, voilà un autre tableau clinique que vous verrez, alors plus chez les patients parfois de réanimation. Je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai le chat devant. Oui, on voit très bien, oui. Alors, ça, c'est une photo Google. Hein. Donc, mais comment vous analysez cette signe clinique? Je vous enverrai en réanimation, hein, parce qu'on peut les induire, en fin de compte. Bon, j'y vais peut-être. Bon, ben, c'est un Claude Bernard Horner avec la Myosis droit. Voilà. On nous propose. Le ptosis droit, oui. Myosis. Et alors, il y a deux solutions. Soit il est en mydriase d'un côté, bon, elles ne sont pas très larges, soit il est en myosis de l'autre. Il y a une anisocorie avec un myosis, une ophtalmie et un ptosis. Et c'est le célèbre Claude Bernard Horner. Donc, il y a une atteinte sympathique. Et donc, c'est un signe important, hein, vraiment en neurologie, et qu'on peut voir chez les patients d'animation. Alors, comme vous le savez, c'est le système sympathique qui contrôle la pupille, donc qui favorise la mydriase. C'est une longue boucle réflexe, au contraire du système parasympathique qui reste au même étage. Et donc, vous pouvez avoir une atteinte sympathique tout le long de son trajet, que ça soit proche du thalamus, et donc dans les infarctus thalamiques, par exemple, vous pouvez en avoir. Vous pouvez avoir le long du tronc cérébral et notamment dans le célèbre syndrome de Wallenberg. Vous pouvez l'avoir dans une atteinte haute médulaire, donc C8D1 par exemple, non, dans une myélite où voilà, vous pouvez avoir un Claude Bernard Horner, puis le célèbre Pancoast Tobias, et puis vous pouvez avoir un Claude Bernard Horner lors d'une dissection carotidienne, parce qu'il repasse le long du trajet, ou quand vous posez un cathéter, vous pouvez parfois induire un Claude Bernard Horner, donc il faut connaître ceci. Voilà. Alors après avoir regardé les pupilles, après avoir regardé les paupières, les pupilles, le cornéen que vous pouvez intégrer à ce moment de l'examen, vous regardez la position oculaire et les mouvements oculaires. Et ça, c'est important. La position oculaire, c'est la principale chose, c'est de voir ou non s'il y a, si les yeux sont parallèles, et s'ils ne sont pas parallèles, c'est sans doute qu'il y a une atteinte du tronc cérébral. Et je vous parlerai après des mouvements oculaires induits, hein, lors des épreuves oculocéphalogie ou oculovestibulaire. Alors, les mouvements oculaires, juste pour rappel, hein, vous savez que ça dépend des nerfs crâniens, le 3 principalement, le 6 pour l'abduction et le 4 pour regarder en bas et en dedans. Alors, quel est ce signe? Bon, c'est un 3. Pourquoi? Alors, il y a deux solutions. Soit le patient, on lui demande de fermer l'œil et il ne ferme pas. Il ferme celui-là, mais il ne ferme pas l'autre. Vous aurez normalement une révision oculaire. Donc, ce n'est pas un Charles Bell qu'il a. C'est plutôt qu'il n'arrive pas à ouvrir l'autre œil. Donc, il a un ptosis complet. Et quand on ouvre l'œil, vous voyez qu'il y a une abduction de l'œil par une atteinte du 3, parce que c'est le 6 qui fonctionne. Il y a même une mydriase. Donc, c'est vraiment un 3. Alors voilà, une histoire de 3 en réanimation. C'est une patiente qui a des céphalées rétro-orbitaires brutales dans la nuit du 19 au 20. Et elle consulte à l'hôpital militaire, alors je vais le nom de Beugin, pour survenue brutale d'une diplopie sur paralysie de l'œil gauche. À l'examen initial, on trouve une anisocorie gauche, un ptosis gauche, des réflexes moteurs directs et contre la converse conservée. Le reste de l'examen neurologique, cardio-respiratoire est normal. Donc il y a une sorte de 3 gauche. La patiente est tout à fait consciente. Voilà, en dehors de ses céphalées et de sa diplopie, elle ne se plaint de rien d'autre. Et puis brutalement, vous voyez qu'elle se dégrade sur le plan neurologique avec toujours cette mydriase gauche. Voilà, et puis la dégradation de l'état de conscience et de vigilance, et bien sûr une détresse respiratoire qui va avec. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce tableau ? Allez-y, n'hésitez pas, hein, à intervenir, même si vous dites des choses pas tout à fait précises. C'est la discussion qui est importante. Mais souvent, en début de soirée, c'est compliqué. Donc, il y a les signes du tronc à l'examen clinique, puis un trouble de conscience.
je reprends un peu ce que Tarek a dit, avec un contexte de céphalée rétro-orbitaire de survenue brutale. Bah, moi, à ce stade, j'aurais quand même envie, indépendamment de la prise en charge symptomatique, on a, on va à l'imagerie tout de suite. Alors après, c'est peut-être quel type d'imagerie il faut faire en premier. Je ne sais pas si c'est un des éléments de réponse. Alors, il y a une hypothèse diagnostique qui est proposée, dissection carotidienne gauche. D'accord. Et il y a le Q&A qui s'est... Alors, il y a un problème de micro, manifestement, mais les gens répondent. Donc, scanner cérébral en urgence, suspicion d'hémorragie du tronc cérébral. Ouais. Donc, il y a des éléments. Donc, il y a des céphalées. C'est toujours difficile de faire un diagnostic clinique. Il est évident qu'il y aura une imagerie. On est tous d'accord, on est face à un processus aigu, rapidement évolutif, se caractérisant par des céphalées, une atteinte du 3 associée, puis dans un second temps, une dégradation rapide. Voilà, on pense qu'il se passe quelque chose dans le cerveau. C'est brutal, c'est aigu. Voilà, et ça fait penser à un accident vasculaire et peut-être hémorragique. Alors, c'est vrai que le tableau, pour moi, évoquerait un tableau d'hémorragie méningée, donc tableau d'hémorragie sous-arachnoïdienne. Voilà, alors, vous allez me dire, je connais un peu l'histoire, et sur une rupture d'un anévrisme, il y a des céphalées initialement, il y a un 3, et peut-être que c'est une compression, un anévrisme qui comprime le troisième nerf crânien, qui explique la gauche, elle a fait une crise fissuraire, et puis tout d'un coup, à un moment, elle fait l'hémorragie sous-arachnoïdienne gravissime, et elle passe dans le coma. Donc la prise en charge initiale, comme on l'a dit, c'est d'aller voir, c'est la prise en charge symptomatique. Il est évident que cette patiente a été intubée, ventilée, et c'est bien sûr l'imagerie. Donc, alors après, on aurait pu faire l'histoire inverse. On peut dire que peut-être elle a des céphalées parce qu'elle fait un hématome temporal et puis elle comprime le 3 sur un engagement. Ce qui va compte, c'est qu'elle était céphalalgique avec l'atteinte du 3. Donc, la 3 ne survient pas dans un second temps après la survenue des troubles de la conscience, donc qui précède avant. Donc, ça va contre l'idée peut-être d'un hématome supratentoriel et qui provoquerait des céphalées, une hypertension intracrânienne, un engagement temporal et avec les troubles et l'apparition de la mydriase unilatérale. L'histoire ne va pas avec ça. Atteinte du tronc direct, non, parce que normalement, ça aurait dû donner peut-être aussi majeur avec des vous auriez dû avoir un 3 isolé comme ça sur un hématome du tronc. Normalement, vous avez d'autres signes neurologiques qui font évoquer une atteinte du tronc cérébral avec syndrome alterne contralatéral, etc. Donc ça, j'y crois moins. Mais bien sûr, je ne peux pas mettre ma main au feu et que c'est le scanner qui va permettre de le savoir. Ah, ça avance plus. Et juste de retenir, voilà. Et donc, ça, c'était un autre bilan. Donc voilà les atteintes du 3 isolées que vous pouvez avoir dans le... Je reviendrai sur le cas clinique tout à l'heure. Les atteintes du 3, vous pouvez les avoir, bien sûr, dans les anévrismes de la terminaison de la carotide interne, parfois aussi de la communicante postérieure ou la partie terminale du tronc basilaire, ce qui était le cas chez cette patiente. Et ça peut, par la compression du 3, tout à fait expliquer le tableau neurologique qu'elle avait pupillaire avec cette mydriase unilatérale. Et ça, c'est important. Bien sûr, dans un contexte neurochirurgical, l'autre cause de compression du 3, c'est bien sûr la hernie, l'engagement temporal. Voilà, et puis vous pouvez avoir des atteintes du 3 qui peuvent se voir dans d'autres contextes urgents, alors exceptionnels, thrombose du sinus caverneux, etc. Mais juste pour retenir chez cette patiente, son atteinte du 3, qui va poser problème après pour la surveillance, elle aura un 3 fixé, voilà, qui est lié à son anévrisme. Et donc, voilà, si pour une raison X, elle se dégrade sur un plan neurologique,
vous aurez moins le signe d'un engagement potentiel pour un mécanisme X parce qu'elle aura déjà cette atteinte du tronc. Alors voilà un autre contexte, un patient de 29 ans sans antécédent qui est hospitalisé pour une embolisation programmée d'une malformation artério-veineuse cérébelleuse gauche. Il y a une dissection de l'artère cérébraleuse pendant le geste d'artériographie. Et le scanner cérébral post-opératoire montre une hémorragie tétraventriculaire avec une dilatation des cornes temporales sans hématome intraparenchymateux ni signe d'engagement. Donc voilà, c'est une malformation vraiment vélumineuse, cérébelleuse, très difficile à emboliser. Et voilà, pendant la procédure, il dissèque. Et malheureusement, il y a une hémorragie qui se crée, tétraventriculaire. Et quand il y a une hémorragie dans les ventricules, notamment le 4e ventricule, ça dilate. Voilà, il aura même eu la pose d'une DVE. Et puis, il est transféré donc, en réanimation dans ce contexte post-opératoire. On le maintient sédaté pour des raisons un peu de sécurité. Puis, on le désédate. On refait un moment de nouveau les surveillances scanner. On a un doute sur un vasospasme, et donc il a une angioplastie du tronc basilaire. Et agissait de cette dégradation, il y a une dégradation neurologique avec des troubles de la vigilance. Le patient devient somnolent. Et moi, je suis très étonné par un torticolis. Le patient se tient comme ça. Et puis, on voit petit à petit qu'il a une instabilité tensionnelle et aussi des fluctuations de la fréquence cardiaque. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous donne voilà sa MAV. Je ne sais pas si vous voyez très bien toute la MAV qui prend le cervelet, qui quand même comprime un peu le tronc cérébral. Alors, je n'ai pas pu vous montrer toutes les images. Il y a du sang dans les ventricules, il y a une dilatation. Mais qu'est-ce que vous notez neurologiquement? Allô? Ouais. On t'écoute, on t'entend. Je regarde, il n'y a pas de réponse pour l'instant. Bon, le scanner n'est pas normal, ça c'est certain. C'est son scanner de base, entre guillemets. Hein. C'est la malformation énorme qu'il a. Vous avez un patient qui a un tableau, voilà, qui a une malformation cérébelleuse. Quel est le risque des anomalies cérébelleuses? Qu'elle soit un infarctus ou un hématome cérébelleux. Quel est le risque? Allô? Engagement amygdalien proposé. Oui, très bien. Donc voilà, vraiment, le risque de tout infarctus ou éventuelle hémorragie intracérébelleuse ou processus expansif cérébelleux, c'est la compression directe du tronc. Alors déjà, ça peut comprimer le 4e ventricule et entraîner une hydrocéphalie. Et deuxièmement, ça peut comprimer le tronc et entraîner un engagement occipital ou amygdalien. Et là, ce patient avait des signes, et en fin de compte, son engagement, il a commencé par un torticolis. Et donc, il a développé ce torticolis qui était réellement une sorte de dystonie voilà, très fixée, invincible. Et puis, dans un second temps, il y avait des troubles de la vigilance, donc sans doute atteint la substance sexuelle activatrice un peu haut, mais il a commencé aussi à avoir une instabilité tensionnelle et de la fréquence cardiaque, voilà, qui témoignait d'une souffrance des structures basses du tronc cérébral et notamment bulbaire. Et là, est-ce qu'on est face à une urgence ou non? Oui, on est face à une urgence neurochirurgicale, indéniablement. Bien sûr, la question se pose si la DVE fonctionne bien. Oui, elle fonctionnait bien. On a fait le scanner, il n'était pas en train de dilater d'une méthode brutale. C'était vraiment la malformation énorme, les phénomènes inflammatoires, plus l'hématome, etc., qui favorisaient cet engagement. Et qu'est-ce qu'on a? On a procédé à quoi? On a procédé donc à une craniectomie postérieure, déchargée. Le patient s'est amélioré en termes de torticolis et s'est amélioré en termes aussi de vigilance. Et sur le plan hémodynamique. Et donc là, on est vraiment face à une urgence neurochirurgicale. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de l'engagement temporal, mais on a un peu de temps devant un engagement temporal. Un engagement occipital, le patient peut décéder dans les minutes. Voilà, et retenez ce signe alors de torticolis, ou ça peut être l'opistotonose. Alors voici les différents engagements. Bien sûr, je vous l'ai dit 15 000 fois, c'est l'engagement temporal. Il faut savoir l'évoquer. Bien sûr, vous avez un processus expansif supratentoriel. Il y a une hernie du lobe temporal qui va comprimer la partie haute du tronc cérébral et entraîner cette célèbre médriase unilatérale d'abord,
avec les phénomènes de décortication contralatérale. Et plus la hernie va être importante, plus la mydriase va se bilatéraliser. Et puis vous pouvez avoir une atteinte hyperminale sévère, bien sûr, avec. Et là, donc, on est face à une urgence neurochirurgicale. Bien sûr, l'engagement le plus fréquent, c'est un engagement qui est infraclinique et qui se voit que radiologiquement, c'est l'engagement sous-factoriel. Et puis, je vous ai parlé de cet engagement occipital, voilà, dans les processus expansifs cérébelleux qui font la gravité. Donc, si on continue nos atteintes des nerfs oculomoteurs, si on reprend l'examen clinique, vous regardez les paupières, si le patient a les yeux fermés, s'il n'a pas les yeux fermés, pensez au 7, voir s'il y a un clignement. C'est important, faites le réflexe cornéen. Après, vous regardez le réflexe photomoteur, la taille des pupilles, le réflexe photomoteur, puis vous regardez les mouvements, la position oculaire, et en cas d'atteinte de perte de parallélisme, ça évoque une atteinte d'un des nerfs crâniens, du tronc cérébral. Et donc là, on a parlé du 3, qui peut s'intégrer dans des signes d'engagement et de hernie, mais qui peut se voir, qui peut avoir d'autres causes. Et je vous ai parlé de l'anévrisme et la terminaison de la carotide interne avec ce cas clinique. Et puis il y a l'atteinte du 6, qui est fréquente dans les patients de neurochirurgie. Vous savez, c'est le nerf le plus long, c'est un signe d'hypertension intracrânienne et qui n'a pas de valeur localisatrice, comme vous le savez. Alors voici les positions quand même oculaires. Donc, vous regardez le parallélisme, mais parfois les yeux peuvent être dans des positions très particulières. Le plus fréquent, les yeux sont fixes chez un patient dans le coma, mais parfois vous pouvez avoir une déviation conjuguée des deux yeux. Ça se voit souvent dans les processus expansifs, un trace supratentoriel ou parfois infratentoriel, mais surtout supratentoriel. Le patient regarde sa lésion. Parfois, vous pouvez avoir une élévation bilatérale du regard. Ça se voit dans les atteintes hémisphériques bilatérales, ou au contraire, les yeux regardent vers le bas, ça se voit dans des atteintes thalamiques ou mésencéphaliques. Et puis, vous pouvez voir parfois, je l'ai plus vu chez les patients profondément sédatés, des scudulations, c'est-à-dire un œil vers le haut et un œil vers le bas, qui n'a pas particulièrement de valeur localisatrice. Donc, quand vous regardez les yeux, la première chose que vous regardez, c'est s'il y a cette position particulière qui peut vous évoquer un processus expansif ayant une localisation particulière. Et puis, soit vous regardez s'il y a une perte du parallélisme qui peut s'intégrer dans une atteinte du 3, dans laquelle vous rajouterez les anomalies pupillaires, ou une atteinte du 6, comme je vous l'ai décrit. Le plus souvent, chez les patients dans le coma, les yeux sont fixes, mais parfois, il y a des mouvements oculaires. Vous ne devez pas tous les retenir, mais si vous avez des mouvements oculaires, c'est pas du tout. Vous pouvez avoir des mouvements d'errance qui n'ont pas particulièrement de signification clinique. C'est la première image en haut à gauche. Mais sinon, vous pouvez avoir des mouvements pendulaires, horizontaux ou verticaux, voilà, qui peuvent se voir dans des atteintes du tronc cérébral, qui peuvent se voir dans les atteintes du type mésencéphalique, ou parfois cérébelleuse, ou parfois bihémisphérique. C'est un signe de localisation. Si vous avez un patient qui a des anomalies oculaires de ce type-là, vous devez évoquer un processus, une souffrance cérébrale, un processus expansif intracérébral, et c'est comme si c'était un signe de localisation. Je vous ai parlé du réflexe oculocéphalique. Alors, il ne faut pas le faire systématiquement dans la prise en charge d'un patient dans le coma. D'abord, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de traumatisme cervical avant de le faire. Alors, c'est un réflexe qui est normalement inhibé, c'est-à-dire que vous et moi, si je vous testais votre réflexe oculocéphalogique, ou si vous vouliez plutôt le tester chez moi, vous ne l'obtiendrez pas parce que je suis conscient. Donc, cette réponse n'existe pas chez le patient conscient. Elle ressurgit quand le patient a des troubles de la vigilance, mais qu'il n'a pas de troubles du tronc cérébral. Alors, qu'est-ce que cette réponse? En fin de compte, c'est vous faites une stimulation du système vestibulaire, c'est-à-dire le 8, et vous regardez une réponse oculomotrice, c'est-à-dire une déviation conjuguée des deux yeux, contralatérale à la rotation de la tête ou à l'élévation et l'abaissement de la tête. Donc, soit c'est une manœuvre verticale, soit une manœuvre horizontale, soit une manœuvre verticale. Donc, c'est la stimulation vestibulaire et vous regardez quelle est la réponse oculaire. Normalement, ces réponses, il n'y a pas de réponse, elles sont inhibées lorsque le patient est conscient. Mais lorsque le patient est inconscient, il peut avoir une réapparition de ces réponses et normalement, les yeux se déplacent de manière opposée à la rotation de la tête ou à l'élévation et l'abaissement de la tête. Et si elles ne réapparaissent pas, s'il y a deux solutions, soit vous avez une atteinte du tronc cérébral, soit le niveau de conscience n'est pas suffisamment altéré pour pouvoir pour qu'il y ait une désinhibition de cette réponse. Alors, en étant simple,
Vous pouvez après, si vous voulez mieux tester les connexions entre le système vestibulaire et le système oculomoteur, en vous disant, pour suspecter qu'il y a une atteinte du tronc cérébral, vous pouvez faire l'oculovestibulaire, ou le cochléovestibulaire plutôt. Donc là, vous pouvez le faire chez moi et vous obtiendrez une réponse. Donc, si vous injectez de l'eau froide, par exemple, dans l'oreille gauche, vous provoquerez chez moi un nystagmus, un vertige, je ne me sentirai pas du tout bien, et plus un nystagmus avec, vous voyez que la secousse de rappel. Et donc voilà, avec une déviation conjuguée du côté de la stimulation et puis une secousse de rappel contralatérale. Et si vous pouvez stimuler les deux oreilles avec de l'eau froide, vous obtiendrez un nystagmus vertical vers le bas. Et si c'est de l'eau chaude, ben, ça sera plutôt vers le haut. Donc ça, c'est la réponse que vous pouvez obtenir chez un sujet sain. Et vous pouvez bien sûr le chercher chez un patient dans le coma, si vous voulez vous assurer ou non qu'il y a une atteinte du tronc cérébral. Ça nous arrive de le faire chez certains patients. On ne fait pas la phase aiguë de la prise en charge d'un patient, bien sûr. C'est plutôt dans des bilans plus tardifs dans l'évolution. Et donc là, vous pouvez mettre, normalement, s'il est inhibé, si vous ne le retrouvez pas, c'est qu'il y a une atteinte de la connexion entre le système vestibulaire et le système oculomoteur, donc une atteinte du tronc cérébral en règle générale. Vous pouvez faire ce test-là dans le cadre aussi d'un bilan d'étalement cérébral. Alors juste ne le faites pas si vous pensez qu'il y a une lésion tympanique, hein, il ne faut pas le faire. L'œdème papillaire, bien sûr, vous pouvez le rechercher si vous pensez qu'il y a une HTIC, mais ça ne se fait pas dans le bilan d'un coma initial. En règle générale, on a perdu, nous, l'habitude de faire les fonds d'œil, malheureusement. Le réflexe de tout, oui, c'est un réflexe important, mais c'est un réflexe qu'on cherche que chez le patient est intubé, ventilé. On verra qu'il peut avoir, dans certaines circonstances, une valeur pronostique. Alors après, il y a d'autres symptômes que vous allez rechercher sur le plan respiratoire. C'est les anomalies du rythme respiratoire. Vous savez, la respiration, c'est contrôlé par la partie basse du tronc cérébral, mais c'est assujetti à des contrôles supérieurs et qui peuvent, et ces contrôles, lorsqu'ils dysfonctionnent, vous pouvez avoir des troubles ventilatoires à type d'hyperventilation, de respiration de Cheyne-Stokes, voilà, donc qu'il faut connaître. Le plus souvent, quand même, les troubles respiratoires chez un patient comateux, c'est l'hypoventilation alvéolaire avec la diminution de l'amplitude thoracique, voilà, et puis le patient est hypercapnique, et puis comme il ne contrôle plus ses voies aériennes inguinales, etc., c'est quand même la chose la plus. Parfois, vous pouvez avoir des hyperventilations, parce que le patient a un sepsis associé, une acidose métabolique ou une insuffisance hépatique, ou ça peut être une hyperventilation parfois neurogène, ça se voit dans des atteintes, par exemple, protubérantielles hautes. Vous pouvez avoir la respiration périodique de Cheyne-Stokes que vous avez déjà vu avec cette augmentation de la fréquence respiratoire, du volume respiratoire, et puis tout d'un coup une diminution progressive, une pause, et puis de nouveau le même cycle. Ça se voit dans les atteintes un peu diencéphaliques, mais c'est aussi d'autres causes de Cheyne-Stokes comme l'insuffisance cardiaque terminale. Et puis dans les atteintes plus basses du tronc, vous pouvez avoir des arrêts respiratoires, des apnées, etc. Par exemple, l'engagement occipital du patient, ça aurait pu évoluer vers un arrêt respiratoire, une apnée ou une respiration vraiment anarchique. Voilà, donc c'est des choses à connaître. Et ce qui est intéressant, c'est le Cheyne-Stokes, vous voyez, je vous l'ai dit, il a été intégré dans l'échelle de Ford que je vous ai décrit plus tôt. Les autres signes respiratoires, alors qu'on dit toujours, n'ayant pas, voilà, qui parfois sont vus comme péjoratifs, donc le bâillement, oui, il peut avoir des bâillements chez les patients. On dit que souvent c'est un signe un peu péjoratif d'atteinte bulbaire, voilà, mais ça peut se voir dans d'autres circonstances, ça peut se voir dans le liquid syndrome, et puis il y a même des crises partielles temporales qui peuvent s'exprimer par un bâillement. Donc faites attention, ce n'est pas toujours souffrance du tronc, et donc égal mauvais pronostic. Le hoquet, faites-y attention. Un hoquet chez un patient cérébrolésé, ça peut évoquer une atteinte basse du tronc cérébral. Bien sûr, il y a d'autres causes de hoquet évidentes qu'il faut chercher, mais ça peut être un signe d'aggravation. Et puis les vomissements, Angers, ça vous les connaissez, les signes d'hypertension intracrânienne. Alors, ce qui est important quand vous faites, comme je vous dis, le coma, c'est un bilan, c'est une urgence diagnostique. On fait l'examen, c'est l'examen clinique qui vous permet de décréter qu'un patient est dans le coma. Et il y a quand même des diagnostics différentiels auxquels il faut faire attention. Voilà. Le patient peut ne pas parler, il n'obéit pas, mais il bouge et il a les yeux ouverts. Peut-être qu'il est aphasique. C'est une aphasie de Broca.
il n'est pas dans le coma, votre patient, donc c'est quand même important. Puis il y a des états dissociés qui peuvent rendre compte de ce type de tableau. Un autre tableau que vous pouvez voir, c'est il ne parle pas, il n'obéit pas, il ne bouge pas, mais il garde les yeux ouverts. Ça se voit dans les mutismes akinétiques. C'est des lésions bifrontales, parfois dans les hydrocéphalies. Voilà, on est très étonné par l'absence de mouvement spontané ou à la stimulation, mais il y a des signes d'éveil. Il y a même un clignement à la menace, alors que dans le coma, il y a une perte du clignement à la menace, une perte du comportement d'évitement. Il y a un mouvement conjugué des deux yeux dans le mutisme kinétique. Donc tout ça fait évoquer qu'il y a un éveil, mais que c'est avoir une conscience, mais que c'est les lésions frontales qui expliquent ce tableau particulier. Et puis, le patient ne parle pas, il n'obéit pas, il ne bouge pas, mais il garde les yeux ouverts. Il faut penser aussi au Lockheed syndrome. Et ça, c'est un tableau important à connaître. Le nom de Lockheed syndrome, compris, a été pris pour des patients dans le coma, alors que pas du tout. Voilà, et donc il faut savoir reconnaître ce tableau clinique. Alors il faut savoir. Et c'est là ce qui est très important lorsque vous avez un doute sur la réalité du coma. Vous pensez à un Lockheed syndrome, c'est essayer d'établir un code de communication, donc voir ce qui est préservé comme fonction, par exemple les mouvements verticaux ou la fermeture d'une paupière, et d'essayer à ce moment-là d'établir un code de communication qui vous permet de définir que le patient est vraiment conscient. Vous lui dites de dire oui en fermant souvent un peu les yeux ou les fermant, etc. Vous pouvez établir un code de communication de cette manière-là et vraiment rétablir le diagnostic. Bien sûr, si vous avez le moindre doute, faites un EEG et s'il est normal, vous saurez que le patient n'est pas dans le coma. Le patient ne parle pas, il n'obéit pas, il ne bouge pas, il garde les yeux fermés. Donc là, il faut faire attention à des stimulations et des conversions hystériques. Voilà, donc c'est là où s'il y a-t-il ou non des comportements d'évitement. Donc le clignement à la menace, par exemple, s'il est préservé, c'est que le patient n'est pas dans le coma. La deuxième chose, si vous levez le bras au-dessus de la tête et qu'il ne laisse pas retomber sur son crâne ou sur son visage, ce comportement d'évitement met en doute la réalité du coma. Bien sûr, mais on s'est tous fait piéger à intuber des patients ayant fait une conversion hystérique ou simulée. Ce n'est pas toujours simple. Si vous avez la moindre doute sur la réalité d'un coma, faites un électroencéphalogramme. S'il est normal, ça limite le coma. Il n'y a pas de coma à EEG dit normal. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Alors, tout ça, c'est quand vous avez fait votre bilan de coma, c'est-à-dire votre examen clinique qui vous permet de vous dire, 1, si le patient est dans le coma, le problème de la conscience et de la vigilance, 2, de voir s'il y a des signes de localisation par l'examen moteur, une atteinte du réflexe des troncs cérébral, de savoir les typer, de rechercher ceux qui sont les plus simples pour voir s'il y a oui ou non une atteinte du tronc cérébral, c'est important, de pouvoir d'avoir regardé s'il y avait des signes de gravité qui pouvaient s'intégrer dans des signes d'engagement, etc. Et puis d'avoir pu recueillir les éléments anamnestiques, eh bien, vous avez progressé dans la prise en charge du patient dans le coma. Ceci ne dure que quelques minutes. J'ai passé beaucoup de temps sur ces examens, mais ils se font en quelques minutes. Et c'est là que vous décidez du bilan que vous allez faire. Bilan de première ligne, bien sûr, la glycémique est systématique, le bilan biologique standard, on verra tout ce que l'on peut faire. Et puis, bien sûr, vous allez discuter de ce qui est proprement neurologique, de l'imagerie ou non, de la PL ou des électroencéphalogrammes, et on en parlera tout à l'heure. On en parlera juste maintenant. L'argument, il est assez simple. Coma fébrile, ben oui, il faut penser à un processus infectieux et méningitique ou méningo-encéphalitique. Alors, toute fièvre ne veut pas dire qu'il faut savoir l'interpréter, mais si vous avez le moindre doute, ben là, je laisserai Romain répondre, mais c'est antibiothérapie, tout dépend du degré d'urgence, c'est antibiothérapie. Alors, la ponction lombaire, on était un peu revenu si c'était une contre-indication ou non en cas de coma pendant un temps de l'été, mais je crois que c'est les moins, Romain, si tu me le diras. Et puis l'imagerie. Raideur méningée et coma, bien sûr, c'est les mêmes. L'imagerie devra être faite pour la recherche d'une hémorragie méningée. Si vous avez un doute sur une méningite, bien sûr, l'antibiotérapie doit être mise en urgence. Je ne veux pas faire le topo sur méningite. Signes focaux, bien sûr, c'est l'imagerie. Peu après, en fonction de ce que vous allez voir sur l'imagerie, vous pourrez discuter des investigations. Tout ce qui pourra vous évoquer un processus épileptique, des mouvements anormaux,
des clonies des paupières, etc., vous ferez un EEG et une éventuelle imagerie. Voilà, parce que c'est un tableau épileptique donc, chez un patient non épileptique connu. Et donc, voilà, et éventuellement, vous irez jusqu'à la ponction lombaire pour comprendre ce que c'est. Dans tout contexte traumatique, vous ferez une imagerie. Et bien sûr, quand vous n'avez pas d'étiologie à un coma évidente, et bien sûr, vous passerez par l'imagerie, l'électroencéphalogramme, voire la ponction lombaire. Mais là, on est dans la conduite diagnostique et je ne veux pas vous réciter l'ensemble des étiologies possibles. Alors, juste pour aller très vite sur les cas cliniques, voici une patiente de 78 ans qui nous est adressée qui est hypertendue et diabétique, qui est traitée par anticoagulant pour une fibrillation auriculaire et qui nous est référée pour un coma. Examen neurologique contre un Glasgow 7, un myosis, une hypotonie généralisée à Abramowski. Et vous faites le TP qui est à 49%. Et vous faites une imagerie. Qu'est-ce que vous pensez? Allez, la réponse, elle est sur l'imagerie. Moi, j'ai vu, mais ça compte pas. C'est une cause rare, mais classique, on peut dire, Tarek, ça, Thomas? Oui, c'est une cause. Alors, il faut vraiment l'évoquer. Vous voyez les lésions bithalamiques sur un accident bithalamique, ischémique, Très bien, une circulation postérieure. Et il faut penser aux accidents vasculaires devant les comas. Inexpliqués, et là, il y avait quand même des signes. Il y avait quand même le Babinski bilatéral. Alors, un Babinski bilatéral, c'est comme un signe de localisation. Alors, ça peut être post-critique, mais ça peut aussi tout à fait évoquer un processus lésionnel qui explique le Babinski bilatéral. Et il faut penser dans les comas la circulation postérieure, des AVC de la circulation postérieure peuvent tout à fait se révéler par des comas. Et vraiment, c'est quelque chose à évoquer. Et c'est vrai qu'il y a eu un retard à l'imagerie chez cette patiente et peut-être qu'on aurait, à l'heure actuelle, c'était il y a plusieurs années, peut-être procéder plus rapidement à l'imagerie et éventuellement une revascularisation, etc. Cette patiente avait arrêté ses anticoagulants. Alors là, c'est un cas clinique que j'aime beaucoup. C'est une patiente qui est chez nous en réanimation pour un tableau d'ARDS gravissime chez une patiente qui a une aplasie. Alors, plus chez nous, c'était il y a longtemps dans un autre service. Qui fait une pneumopathie, voilà. Et puis on arrête la sédation. Et la patiente, voilà, et puis on me dit à ce patient, ne t'inquiète pas, la nuit va être calme, il dort. Donc on avait arrêté la sédation depuis plusieurs jours, ça faisait plusieurs semaines, plusieurs jours, pas semaines. Et pour vous, est-ce qu'elle dort ou est-ce qu'elle ne dort pas? En fin de compte, ce qui est le coma, c'est un patient qui ne se réveille pas. Donc, si vous êtes, quand vous dormez, vous êtes réveillable. La deuxième chose, quand même, qui est un signe à connaître un peu, c'est quand on dort, normalement, on a un peu une réduction oculaire, voilà, tandis qu'elle a les yeux réellement fixes, et que non, ce n'est pas qu'elle dort, c'est qu'elle est dans le coma. Et alors, la preuve en est, c'est qu'on a fait un électroencéphalogramme avant de faire, qui montrait une grosse asymétrie de l'activité, et on a fait une IRM, elle avait une lésion ischémique majeure. En fin de compte, c'était une patiente en aplasie, elle avait fait une vascularite aspergillère. Voilà, et donc cette patiente ne dormait pas, mais était dans le coma. Donc il faut quand même savoir faire ce diagnostic. Et voyez, un retard de réveil inexpliqué ou un état de vigilance, parfois peut conduire à des diagnostics de cette sévérité, de ce type, avec une sévérité importante. Là, c'est un autre cas, un patient de 67 ans, traumatisme crânien grave avec contusion hémorragique droite, hématome sous-dural, HTIC, il a une plaie du scap un peu souillée. Voilà, on évacue l'hématome, le volet est remis, le coma persiste avec déficit de l'hémicorps gauche et légère anisocorie. Le canal cérébral est inchangé avec persistance un peu d'un engagement sous-facol réel. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est des histoires vraies. Donc, vous avez un traumatisme crânien grave, il y a une contusion hémorragique, mais il ne se réveille pas. Globalement, c'est retard de réveil, coma persistant. bon, il n'est pas en hypoglycémie. Non. Je pose des questions, comment dire, simples. Donc, la réponse n'est pas dans l'imagerie. Non. En tout cas, pas dans le scanner. Non. Après, il a une
On est à combien de temps d'arrêt de la sédation? On demande Il y a des plusieurs jours étudiants. d'arrêt. En général, nous, on dit qu'il y a un retard de réveil au bout de 5 jours, 5-7 jours. Chez un cérébro lésé. Donc on est large, Une quoi. cérébro lésé. IRM pronostic, propose. Oui, on peut toujours penser le pronostic, mais c'est intéressant quand même cette question-là. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut penser le pronostic et on peut se dire que tout ça est lié à son traumatisme crânien initial et on est réellement avec une HTIC, des lésions de l'HTIC, etc. C'est vrai, on peut se poser la question pronostic, mais peut-être la question avant qui se pose, c'est pourquoi est-il toujours dans le coma? Alors, il propose de faire un EEG. C'est peut-être une bonne idée, ça, quand même. Voilà, donc on peut se dire, il y a un trouble de la conscience persistant, comment je dois l'évaluer? Et donc, on essaie, nous, de l'évaluer cliniquement, donc c'est les scores qui nous permettent de montrer la profondeur du coma. On a parlé de tout ce qu'on fait comme examen clinique pour associer les réflexes du tronc, etc., les recherches de signes de localisation. Donc, c'est coma avec le déficit de l'hémicorps gauche, mais qui est probablement séquelaire de son hématome, de sa contusion hémorragique droite. Bon, pas de problème là-dessus. Sur les séquelles, les signes de localisation, il a une légère anésocorie, peut-être un peu séquelaire de l'HTIC qu'il avait fait initialement. Bon, il n'y a rien de particulier, mais son coma persiste. Donc, il faut qu'on recherche une étiologie. Et donc, c'est là où l'EEG peut être important. Alors, pourquoi on fait un EEG? Recherche d'une réactivité. Donc, on est dans la dimension pronostic, toujours. Vous êtes d'emblée dans la dimension pronostique. Et de crise, et de crise. Ah, d'accord. Moi, je ne cherche pas à savoir si le patient va se... Je ne cherche pas à faire un bilan pronostique d'emblée. Je cherche à comprendre pourquoi il est toujours dans un coma persistant. Oui, je fais un électroencéphalogramme en me disant que ce patient peut criser, peut faire, comme on dit, nous, criser, donc il fait une crise d'épilepsie. Parce que, déjà, ça expliquerait, je cherchais sur son EEG s'il y a une concordance entre l'état clinique que j'ai et les troubles électroencéphalographiques, l'importance, entre guillemets, de l'encéphalopathie, est-ce qu'il y a un ralentissement d'activité de l'EEG, est-il réactif ou non, en dehors de sa valeur pronostique de la réactivité, mais c'est quand même un élément important pour statuer sur l'état cérébral. On cherche à statuer sur son niveau d'atteinte cérébrale. Donc est-ce qu'il y a une concordance et deux, est-ce qu'il y a éventuellement un processus épileptique qui pourrait concourir à son trouble de la conscience? Donc, oui, on a fait un EEG, il y avait une activité épileptique qu'on a traitée. Voilà. On s'arrête là? Ben, écoute, en termes de timing, on est un petit peu dépassé. Donc, je pense que si… Non, mais moi, je veux bien. J'ai quelques cas cliniques encore. On peut finir de 3, non? C'est l'étudiant qui répond, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Super. Donc, nous avons fait la ponction lombaire chez ce patient-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un geste opératoire. Alors, on ne dit pas que les neurochirurgiens sont sales, mais il y a un geste opératoire. Voilà. Il y avait une plaie du scalp un peu souillée, mais il n'y avait pas d'embarrure, etc. Mais on a fait une PL qui montrait une méningite à clé de ciel sauvage qu'on a traitée. Alors, il y avait une hyperthyroïdie, je vous ai un peu caché, il avait une masse thyroïdienne, il avait une hyperthyroïdie très sévère, traitée par l'oméprazole, puis il y a un foyer épidémique. Et on a traité tout ça, l'évolution a été favorable en termes de conscience, mais vous imaginez quand même que ce patient avait des séquelles fonctionnelles, cognitives et fonctionnelles majeures. Ne faites pas de pronostic sans comprendre pourquoi le patient est dans le coma. Et ça, c'est réellement important, il ne faut pas mélanger les… Bien sûr, l'un implique l'autre d'une certaine façon, mais ce n'est pas bilan pronostic que je fais. Je cherche à comprendre pourquoi il est dans le coma, et bien sûr, les éléments qui nous permettront de l'expliquer pourront avoir une valeur pronostique. D'accord? Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Voilà. Et donc, il faut être systématique. Je ne dis pas qu'il faille faire une PL de tous les patients qui sont dans le coma. Je pense qu'il faut une imagerie si on ne comprend pas, alors surtout dans le contexte cérébrolésé où on voit bien qu'on veut voir s'il y a des lésions secondaires sur l'HTIC qui sont apparues, s'il y a des complications particulières évolutives, une transformation hémorragique dans un AVC, un vasospasme dans une hémorragie méningée, etc. Donc l'imagerie est importante. L'EEG, oui, il est très important. Comme je vous dis, la concordance électrophysiologico-clinique, elle est réellement importante dans notre démarche. Et puis deuxièmement, ça peut rapporter gros si on trouve un foyer épileptique.
et qui pourrait avoir une sanction thérapeutique. Et enfin, oui, un processus infectieux. Alors parfois, il peut être méningé, le patient qui a une DVE, une dérivation ventriculaire, ou qui a une brèche ou une suspicion de brèche, seulement vous allez poser, alors lui il n'avait pas de brèche, mais vous allez poser la question d'une méningite qui peut expliquer le trouble de la conscience. Et puis, ça peut être des causes extra-neurologiques, un trouble métabolique profond, un surdosage en antibiotiques ou une cause de la thyroïdienne associée. Ce n'était pas une hypothyroïdie, mais une hyperthyroïdie, mais ça ne devait pas l'aider. Et parfois, un retard de réveil chez un patient cérébro-lésé, ça peut être un sepsis, par exemple. Voilà, donc là, c'est un patient qui a un coma persistant, chez un patient qui a admis pour un HIP profond avec une hydratation tétraventriculaire. Donc, il a eu la DVE, il a tout eu. Et il est traité par cefepime pour une PAVM assez classique. Et puis survient un nystagmus horizontal. Vous pensez quoi ? On est vraiment à distance de l'hématome. Pas d'hypothèse pour l'instant. Pas d'hypothèse. Alors, en étant clair, et ça, c'est quelque chose que vous devez un peu connaître, c'est qu'un nystagmus, bien sûr, il y a un nouveau signe neurologique. Clair. Donc, il faut essayer de le comprendre. Bien sûr, une imagerie cérébrale va être faite chez ce patient-là qui ne montrera pas d'évolution de son hématome, une nouvelle localisation qui pourrait, une nouvelle lésion qui pourrait expliquer son nystagmus. Il avait une DVE, on avait fait la recherche d'une méningite, il n'y avait rien. Voilà, donc, en analysant le liquide céphalorachidien. Et nous avons fait un électroencéphalogramme. Pourquoi ? Parce que parfois, une crise convulsive, une crise d'épilepsie peut se révéler par un nystagmus. En fin de compte, il était en état de mal épileptique et était en surdosage de cefepime. Voilà. Donc, juste pour vous dire que, c'est vrai qu'on n'est pas dans le coma phase admission, on est plutôt dans retard de réveil chez un patient cérébro-lésé, les cas cliniques que je vous donne, mais ça permet de réfléchir, en fin de compte, à une sorte d'esprit systématique, d'approche et de savoir utiliser à bon escient de certains examens et d'avoir pensé devant certains signes comme un nystagmus, mais éventuellement un processus épileptique. Alors après, donc vous m'avez parlé beaucoup de pronostics, alors j'aurais dû le mettre avant, voilà. Et donc, la patiente dont je vous ai parlé, cette hypertendue, cette personne qui fait une hémorragie sous-arachnoïdienne, qui est céphalée, un syndrome fissuraire, le 3 associé sur son anévrisme, voilà, terminaison de la carotide interne gauche, qui fait après, dans un second temps, son hémorragie tétraventriculaire, donc comme on dit Fisher 4, Glasgow 3, qui est intubé ventilé. Donc, son anévrisme est embolisé, elle fait un vasospasme dans différents territoires. M1 à 1 angioplastiés, qui sont angioplastiés. Elle a une HTIC réfractaire pendant longtemps, avec même une mydriase bilatérale qui va nécessiter un traitement majeur de son hypertension intracrânienne par sédation, hypothermie, sédation profonde, curarisation. On arrive à arrêter tout ça et il y a un retard de réveil de plus de 7 jours, donc pas lié à l'effet rémanent de la sédation. Il y a un syndrome tétrapyramidal, il y a une atteinte complète du 3 gauche, donc toujours son 3. Voilà. Il y a une atteinte partielle du 3 droit, sans doute séquelaire de son HTIC. Voilà. Et puis, il y a une parésie faciale centrale droite, voilà, sans doute un peu une parésie droite, mais qui n'était pas à ce moment-là retrouvée. Donc, la patiente ne se réveille pas. Qu'est-ce que vous faites comme bilan? Donc, c'est vrai qu'il faut comprendre pourquoi elle est dans le coma. On n'avait aucun facteur réellement explicatif nouveau, type une méningite ou un vasospasme. On était à distance, etc. Donc, on est plutôt dans la séquelle de tout ce qui s'est passé chez cette patiente, une hémorragie gravissime, un vasospasme très grave, avec une HTIC. Et là, malheureusement, on est en train d'établir la note de tout ce qui s'est passé dans son cerveau et qui se caractérise par un syndrome tétrapyramidal séquelaire à son hypertension intracrânienne, une atteinte complète gauche et puis ce retard de réveil. Donc, son tableau est séquelaire là, au moment, voilà, et on n'a pas de facteur intercurrent, type méningitique ou crise convulsive ou sepsis ou cause métabolique X, tout ça a été éliminé. Et donc là, on est vraiment dans le bilan pronostique.
Alors, qu'est-ce que vous faites comme bilan pronostic? Parce que là, vous allez vous poser la question de savoir si cette patiente, elle va se réveiller oui ou non, et si elle se réveille, est-ce qu'elle va récupérer une conscience, et si elle arrive à récupérer une conscience, est-ce qu'elle va quelles vont être ses séquelles et sa qualité de vie? Donc, il y a 2 éléments de réponse sur le chat. Il y a donc le bilan qu'on peut qualifier de 3e ligne, ou enfin, en Ouais. tout cas métabolique, endocrinien, vitaminique, ammoniémie, etc. d'une part. Et puis, pour la question du pronostic, IRM sans préciser les séquences, enfin voilà, IRM pronostic, on va dire. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours penser qu'il y a des facteurs un peu métaboliques. Alors, la patiente est jeune, donc la carence Guéa-Wernicke, bon, on n'y croit pas, parce que souvent les patients ont été rechargés, mais tu as raison, il faut savoir l'évoquer dans certains contextes. Bien sûr, penser qu'il y a des causes, peut-être des encéphalopathies ammoniées, oui, pourquoi pas, il faut savoir l'évoquer. Alors, je ne vous ai pas présenté un cas, peut-être je le ferai une autre fois si j'ai l'occasion de se revoir, un cas d'encéphalopathie métabolique révélé par un coma. Mais là, elle n'a pas de raison, elle n'a pas fait de défaillance d'organes, elle n'a pas de traitement qui favorise une hyperammoniémie type la dépakine, elle n'a pas de terrain préexistant qui ferait évoquer une encéphalopathie métabolique hyperammoniémiante. Donc non, on peut le faire à titre systématique, comme on peut faire un dosage de benzodiazépine ou de sédatifs pour voir s'il y a encore des benzos qui circulent, mais tout ça, elle ne l'avait pas. Et donc, le bilan pronostic, nous, ce que l'on fait, bien sûr, c'est l'évaluation au mieux de l'état de conscience. Et donc, ce n'est pas que le score de Glasgow là, qui nous aide, ou le force score. Ça, c'est très bien pour une évaluation grossière, mais là, on va essayer d'évaluer un peu mieux ces fonctions, un peu plus de fonctions, et on utilise la Coma Revised Scale. Et là, je pense que vous aurez peut-être un cours par d'autres de mes collègues sur cette échelle qui permet de bien évaluer les états végétatifs et les étapes aussi relationnelles. Vous verrez dans mon diaporama à la fin, il y a cette échelle est décrite. Et donc, on va essayer d'abord par un examen clinique de voir ce qu'il en est réellement de son statut clinique. Et puis, on va s'aider d'un électroencéphalogramme. Là, la réactivité est intéressante, un facteur de bon pronostic. Le degré d'anomalie en du tracé EEG aussi peut être au contraire un peu péjoratif, mais c'est surtout la réactivité dont on prend en compte. La recherche par un EEG continu, éventuellement de crise d'épilepsie, parce qu'un EEG standard ne suffit pas, et parfois on recherche des crises par un EEG continu. On recherche bien sûr des cycles de veille-sommeil qui sont plutôt de bons pronostics. Et puis après, on fait ce qu'on appelle les potentiels évoqués, et donc qui sont de 3 ordres. Mais là, vous aurez sans doute un cours, à un moment, Romain, je pense, là-dessus, sur… oui, il y a un cours en phase d'approfondissement. Voilà, exactement, sur ces tracés, sur ces potentiels évoqués qui sont auditifs, somesthésiques, et puis aussi, comment on appelle, et aussi cognitifs. Et puis, on a fait une IRM. Et donc, elle était en EEG-θ continu, réactif. Bon, c'est du θ, donc c'est ralenti. Mais voilà, il est continu, il n'est pas discontinu, il est réactif, donc c'est plutôt bon signe. Elle a une AD20 qui est donc une réponse un peu primaire, des potentiels évoqués somesthésiques qui sont préservés. Leur abolition est péjorative, surtout dans un coma post-anoxique. Voilà, ils sont présents. Elle a les auditifs, les potentiels évoqués auditifs qui sont bien. Latence moyenne, voilà, donc ça passe, le tronc passe. Elle a même au potentiel auditif, la N100 et une MMN, c'est-à-dire une mismatch negativity, c'est-à-dire qu'elle est capable de reconnaître des sons erratiques. Voilà. Et puis elle a même une P3 100, c'est-à-dire qu'en outre, elle a une attention qui est un peu préservée et elle a détecté son propre prénom. Donc plutôt des éléments sur les potentiels sur les éléments électrophysiologiques plutôt de bons pronostics. Et voyez son IRM qui montre des lésions ischémiques, mais rien qui pourrait expliquer qu'elle ne se réveille pas. Les noyaux gris centraux sont là, sont préservés, le thalamus est préservé, le tronc est préservé. On avait fait, il n'y a pas d'anomalie de la substance blanche.
Donc certes, elle aura peut-être des séquelles cognitives, fonctionnelles, peut-être, parce que c'est un syndrome tétrapyramidal, mais rien qui pourrait le faire penser qu'elle n'aurait pas une récupération de la conscience et de la vigilance. Ça a été son cas, et donc elle était plutôt de bons pronostics. Là, on va peut-être arrêter là, Romain, parce que peut-être que les gens veulent aller dormir, poser, mais juste peut-être pour finir, c'est quand même pour moi un des éléments les plus importants, c'est l'examen des patients sédatés. Donc, voilà un cas clinique que j'aime bien présenter. C'est un patient de 52 ans, éthylique, qui nous est adressé pour une clopathie communautaire, hypoxémiante, et qui se dégrade sur le plan neurologique et qui nécessite d'être intubé, ventilé et fortement sédaté. Et voilà, fortement sédaté parce qu'il s'agite, et tout ça est à rapporter à un sevrage éthylique. Et voilà, puis l'ARDS est très sévère, et il est gardé sédaté profondément avec des paramètres ventilatoires qui sont jugés corrects à l'époque. Et puis, au bout d'une semaine, un vieux médecin du service, pas vieux à l'époque, mais soulève les paupières du patient qu'il trouve en mydriase bilatérale. Alors, vous êtes d'accord que la sédation, ça n'explique pas une mydriase bilatérale. Voilà, fixé. Donc là, on peut se dire qu'il se passe quelque chose dans le cerveau. Un scanner montre ça. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a, mais il n'y a plus un sillon, il n'y a plus un ventricule. C'est un œdème cérébral gravissime. Et on décide, puisque le patient va mourir, ça c'est évident, de faire une ponction lombaire qui montre une méningite plus franc. Alors, je pense que Romain a 15 000 anecdotes de méningite suivant des pneumopathies, à pneumocoque. Les méningites peuvent survenir secondairement. Et là, vous avez le cas d'école des erreurs diagnostiques, en fin de compte. Le premier, c'est un patient qui se dégrade neurologiquement dans un contexte infectieux. On ne pense pas à la méningite, mais on pense plutôt au sevrage éthylique. Et le sevrage éthylique, d'abord, c'est une expression de sémiologique particulière. Et puis, c'est plus grave de passer à côté d'une méningite que de passer à côté d'un sevrage éthylique. La deuxième chose, c'est la sédation très profonde. Alors, certes, peut-être nécessaire sur le plan respiratoire, mais qu'on n'a jamais cherché à titrer. Et voilà, et le patient n'est pas examiné neurologiquement. Et quand on avait interrogé, on avait dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas examiné neurologiquement? On nous avait dit, mais ça ne sert à rien l'examen neurologique chez les patients sédatés, parce que ça abolit tous les réflexes, ou ça les rend ininterprétables, et on ne peut rien en dire. Alors, on s'est dit, ben oui, peut-être, mais au moins, vous pouvez savoir s'il y a un signe de localisation, parce que ça permet une surveillance au moins de ce niveau-là. Et puis, peut-être, voilà, que ça pourrait, et peut-être que ce n'est pas si ininterprétable que ça. Et donc, c'est tout un travail que l'on a fait, donc je vous présenterai très rapidement. Voilà, on a fait tout un examen à plusieurs reprises de patients profondément sédatés, non cérébrolésés, et on a pu mettre en évidence, en fin de compte, deux types de syndromes. Un premier syndrome qui se caractérise par une diminution homogène des réflexes, c'est-à-dire ils sont présents ou abolis un peu ensemble, et tandis qu'en revanche, un tableau très particulier, chez 50% de ces patients-là, qui étaient sédatés profondément non cérébrolésés, donc souvent pour un ARDS, il y a un tableau qui se caractérise par une abolition préférentielle de grimace, c'est-à-dire que vous avez un patient qui ne grimace plus et qui n'a plus d'oculocépalogie, mais qui a un cornéen présent ou même un réflexe de tout présent, donc un tableau neurologique très particulier. Voilà, et quand on comparait ces patients profil A et profil B, eh bien, on a vu que le devenir de ces patients était complètement différent, et les profils B, c'est-à-dire bleu, ou dit qu'on appelait nous hétérogènes, étaient certes plus sévères, plus profondément sédatés, mais avaient un taux de mortalité beaucoup plus élevé. Et quand on faisait une analyse multivariée, en tenant compte de la sévérité de la pathologie de réanimation sous-jacente et en tenant compte de la profondeur de la sédation, c'était associé à une surmortalité. Et pour nous, ça a été un élément important pour faire penser que peut-être chez nos patients non cérébrolésés graves de réanimation sous sédation pouvait survenir une dysfonction du tronc cérébral qui rendait compte de ces anomalies, de ces présentations sémiologiques très particulières que l'on recherche à l'âge d'un examen neurologique simple, celui que je vous ai décrit pour le score de Glasgow, et pour les patients dans le coma. Et on s'est dit que peut-être qu'il y avait une dysfonction du tronc cérébral, et quand cette dysfonction était importante, eh bien, ça pouvait concourir
à un surcroît de gravité, tant en termes de mortalité que de retard de réveil, voire de réveil pathologique sous forme de délirium. Et donc, il y a un score que l'on a développé qu'on appelle le BRAS, pour Brainstem Assessment Sedation Scale, qui permet d'évaluer les réflexes du tronc cérébral chez les patients profondément sédatés. Et donc, c'est tout un travail qu'on continue à faire sur y a-t-il ou non une souffrance du tronc cérébral chez les patients profondément sédatés ou agressés de réanimation. On pense que oui, il y a des éléments neuropathologiques, neurophysiologiques et cliniques qui sont en faveur d'une telle dysfonction du tronc cérébral. Je ne veux pas les décrire, et on peut la détecter cliniquement. Mais il faut être simple, l'examen clinique d'un patient profondément sédaté, ce n'est pas uniquement pour rechercher cette dysfonction du tronc cérébral, voilà, qui est intéressante, mais qui n'a pas d'impact clinique, mais c'est surtout pour regarder un signe de localisation. Et là, c'est un cas très simple. Lorsqu'on faisait cette étude sur les réflexes du tronc cérébral chez les patients de réanimation, ceux qu'on a... Voilà, mon interne était venu me voir en disant, vous voyez, un patient qui était intubé, ventilé pour une pyopathie à la cordérone sévère, qui était sédaté profondément, tout d'un coup, il ne bouge pas l'hémicorps gauche. Quand j'examine, il ne bouge pas l'hémicorps gauche, il bouge pas mais il a aussi une perte, il a une paralysie faciale droite et il a un Claude Bernard en heure. Donc, vous évoquez quoi? Vous évoquez un syndrome alterne, vous évoquez une atteinte du bulbe, et en fin de compte, ce patient avait fait un accident ischémique du bulbe. Vous pouvez dire, c'est pas bien grave, ainsi parce que vous avez peut-être changé, en fin de compte, la gestion de la pression artérielle, etc. Et donc, l'examen neurologique des patients profondément sédatés, la sédation, c'est un coma induit. C'est intéressant à la recherche d'un signe de localisation chez les patients qui peuvent en développer, même les patients non cérébralisés initialement, parce que le cerveau peut être agressé chez les patients en état de choc, chez les patients qui ont un ERDS, etc. Et puis aussi, peut-être, pour rechercher cette dysfonction du tronc cérébral dont on sait qu'elle peut être un élément péjoratif dans l'évolution clinique. Voilà, donc examinez vos patients profondément sédatés. Vous avez des échelles adaptées. Le force score peut tout à fait faire remplir l'emploi. Sinon, vous avez le bras si vous voulez vous amuser dessus. Voilà, et là, c'est un externe qui avait trouvé que le réflexe était aboli chez un patient. Il était inhabituellement aboli, il était habituellement présent. Et quelques jours plus tard, on a pu faire une IRM qui montrait un accident ischémique. Et donc, chez les patients sédatés, soyez simples. Si vous pouvez les désédater, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais parfois, on ne peut pas les désédater. Je pense que là, vous avez pris en charge beaucoup de patients Covid profondément sédatés. On sait que, par exemple, ces patients qui peuvent développer des troubles neurologiques, et bien là, vous devez faire un examen clinique, toujours à la recherche de signes focaux, toujours à la recherche de myoclonie, etc. Et puis, si vous avez un tableau neurologique que vous ne comprenez pas ou qui a évolué, chez ces patients-là, il faut peut-être aller faire l'imagerie, le EEG, voire aller un peu plus loin dans les investigations. Voilà, je vais m'arrêter là. Allô ? Très bien, merci beaucoup, Tarek. Merci beaucoup pour la présentation très didactique avec pas mal beaucoup d'exemples pratiques. Donc ça parle beaucoup à tout le monde. On a eu une interactivité limitée au chat parce qu'il y avait un problème d'audio manifestement et donc je m'en excuse, je ne sais pas pourquoi, c'est inhabituel. Si vous avez des questions pour Tarek, comme il est tard, je vous propose de continuer la discussion par mail peut-être ou n'hésitez pas à le contacter, je pense que... Désolé Romain, je vous ai un peu sacrifié votre soirée, mais c'est compliqué. Hein, Non, mais c'est très bien, il n'y a pas de problème, tant que les étudiants sont attentifs, il n'y a pas de problème. Et les cas cliniques... Toutes les étiologies possibles, communs, possibles. Voilà, c'est un peu, je pense que ça, vous le connaissez. Super. Eh ben, merci à tous. Et merci beaucoup à Tarek pour cette présentation. Et puis, on vous dit à très bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Salut.